Vincent Dosval, bienvenue. Merci à tous de Alors je vous m'avoir accueilli ici. rassure, oui pardon, je vous rassure, ça n'est pas qu'un hyper technologue, je ne sais pas comment on dit. Vous êtes médecin de santé publique avant tout et vous avez cofondé un outil qui s'appelle Simango, dont on va parler dans quelques instants. Mais d'abord, je pense que pour les non-initiés que nous sommes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le métaverse? Oui, bien sûr. Alors je vais commencer par une question. Qui n'a pas de smartphone ici? C'est clair, tout le monde? Voilà, je ne vois aucune main se lever. Qui sait comment rentrer dans le métaverse? Non, qui ne sait pas comment rentrer dans le métaverse, pardon. Ok. Même chez les plus jeunes, je suis rassurée. Oui, toutes les mains sont levées. Alors je vous rassure, moi non plus, je ne sais pas trop comment y rentrer. Et ça dépend un peu de la définition qu'on donne au métaverse. Je vais vous donner la définition juste après, mais soit ça existe depuis 20 ans, avec les jeux vidéo, avec des outils comme Second Life, soit ça n'existe pas encore, et c'est ce qu'évoque par exemple Facebook, qui s'est renommé Meta, selon le nom métaverse. J'ai une définition qui est assez sophistiquée, mais que je vais vous décrire. C'est un réseau. Donc déjà, est-ce qu'il y a un ou plusieurs métaverses? Je ne saurais pas trop répondre à ces questions-là, mais il y a plusieurs univers. Il y a un réseau d'univers en 3D. Donc ça exclut déjà les pages Internet. Le métaverse, c'est quand même assez marketing. Pour certains, en fait, c'est ce qu'on appelle l'Internet 3. Et il y a 20 ans, un smartphone, on ne savait pas ce que c'était. Eh bien, je pense que dans 10 ans, le métaverse, quand je vous poserai la même question, vous direz c'est sur le smartphone, en fait. Donc c'est un réseau d'univers 3D persistant. C'est-à-dire que si je pars et que je reviens plus tard, l'univers soit n'a pas bougé, soit a évolué en fonction de mes actions précédentes. C'est multijoueur synchrone. On est en train de faire actuellement une session multijoueur synchrone. On est plusieurs personnes. Et grâce à la vitesse de la lumière et du son, vous m'écoutez en temps réel. Et si vous envoyez des questions à Glantine, j'aurai les réponses à les questions tout de suite. Il y a une continuité de l'identité. C'est-à-dire que si je vais dans un univers ou un autre, on me reconnaît. Comme aujourd'hui dans la vraie vie, j'ai ma carte d'identité. Quand je vais quelque part, je ne suis connu que par mon identité à moi. Sur Internet, on voit que ça commence à apparaître avec se connecter en tant que Google, en tant que Facebook, en tant qu'Apple. Mais ça reste géré par des grandes sociétés et c'est assez anecdotique. En général, on a des logins et mots de passe pour tous les sites différents et on a des pseudos qui n'ont rien à voir avec notre vraie identité. Il y a aussi une continuité sur les objets et la propriété. Et c'est un terme que vous avez peut-être entendu, c'est le terme de NFT, Non-Fungible Token. Il y a eu beaucoup de spéculations, d'articles de presse, des personnes qui ont acheté un NFT du premier tweet fait par le fondateur de Twitter pour 62 millions de dollars, 2,5 millions de dollars, pardon. On a du mal à comprendre à quoi ça peut bien servir quand même. Hein. Oui, mais bon, si quelqu'un a acheté, c'est que ça doit servir à quelque chose. Et il y a aussi Christie, un système de vente aux enchères, enfin, ils sont très connus dans le monde de l'art, où il y a eu une vente à 62 millions de dollars pour des œuvres d'un artiste inconnu. Et des œuvres virtuelles? Alors non? Des œuvres réelles, mais le certificat de propriété virtuelle a été acquis pour 62 millions de dollars. D'accord. Il faut imaginer en fait que ça permet d'avoir un certificat numérique de propriété. C'est comme dans l'art, c'est assez facile à imaginer, qu'on achète une toile, même s'il y a des posters qui reproduisent cette toile. Voilà, donc il faut imaginer c'est comme ça, et je vais évoquer ce que ça peut être dans la formation après. Il y a aussi la notion d'interconnectivité, c'est-à-dire que les univers doivent se parler entre eux. Si je crée mon identité dans un univers, il doit survivre dans l'autre univers. Il y a aussi le sentiment de présence et d'incarnation. Quand on est sur Internet, on ne se sent pas vraiment incarné, on est en train d'utiliser Internet. Mais ce qui se rapproche au plus, c'est par exemple ici, je suis incarné, je ne suis pas comme dans une visio sur Teams par exemple, où j'ai juste à désactiver la caméra et puis aller prendre un café. Voilà, je n'ai pas l'impression de vraiment impliquer dans la réunion. Ici, si je pars, je pense que vous allez le remarquer. Eh bien, c'est ça aussi qu'on cherche dans le métaverse et l'immersion. Voilà ce que c'est un petit peu le métaverse. Okay. Ça nécessite des outils particuliers quand même. Il faut des lunettes, c'est ça? Alors, pas forcément. La réalité virtuelle elle permet de donner un nouvel élan à ce que c'est le métaverse, mais en fait, normalement, ça doit être accessible sur smartphone ou sur n'importe quel appareil. Alors la grande question, c'est à quoi ça peut bien servir le métaverse dans le domaine de la santé?
Alors dans la santé, il faut déjà récapituler un petit peu ce qui existe en numérique en santé. Il y a tout ce qui est les données du patient, dossier patient informatisé, les logiciels médicaux en général. On peut d'ailleurs noter que souvent on a un login et un mot de passe pour les 30 logiciels médicaux dans un établissement de santé, ce qui est assez compliqué. Il y a aussi ce qui existe en formation, l'e-learning par exemple, mais aussi en formation du patient, l'éducation thérapeutique. Il y a la relaxation patient. De nombreux établissements font appel à des éditeurs pour avoir des casques de réalité virtuelle qui permettent de relaxer les patients au bloc opératoire ou pour traiter la douleur. Il y a aussi la notion de jumeaux numériques. C'est Dassault Systèmes qui est assez précurseur sur ce segment-là. C'est de recréer un patient, soit un de ses organes, soit tout le corps entier, pour pouvoir tester des molécules ou pour un chirurgien tester une procédure à faire avant de la faire en vrai. On en est encore là au début, parce que c'est très compliqué le corps humain, et des organes comme le cerveau, on arrivera peut-être un jour, mais je pense jamais à connaître sa complexité. Mais ça permet par exemple d'éviter des interactions médicamenteuses, ou voilà, d'imaginer ce que ça va donner si par exemple on a une chirurgie de la jambe à faire, peut-être qu'on peut aussi montrer aux patients ce que ça va donner une fois que sa chirurgie sera terminée. D'accord. Il y a aussi beaucoup de choses sur la santé mentale, le traitement des phobies. Donc on a beaucoup d'éléments qui existent en numérique en santé, et l'objectif de faire un métaverse, c'est de concentrer ces outils, de les interconnecter pour, il faut imaginer une sorte d'hôpital virtuel, parce que le jumeau numérique s'applique aux patients, mais s'applique aussi à l'hôpital. Votre hôpital peut être recréé en virtuel, que ce soit avec des casques ou autrement, pour imaginer les flux des patients, les flux des soignants, savoir s'il faut ouvrir un service, en fermer un autre. Et ça se fait beaucoup dans l'industrie, sur les voitures ou pour les flux des températures. En quoi c'est plus fiable que des données simplement chiffrées? On sait le flux des patients On sait le flux, mais il y a la notion d'agrégation de données, de recréer l'établissement dans sa complétude et ne pas juste se concentrer sur une donnée. D'accord. Bon, en tant que médecin de santé publique, je suis habitué à gérer ces données-là, et les médecins DIM, en général, sont des médecins de santé publique, mais en général, on voit trois graphiques faits sur Excel, et ça ne suffit pas à imaginer les conséquences de l'ouverture d'un service, par exemple. D'accord. Alors vous avez créé un monde virtuel qui s'appelle Simango, c'est pour de la formation professionnelle, des professionnels de santé. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors on en est au début, mais je présente très rapidement Simango. On fait de la gamification de formation, soit en réalité virtuelle, soit en CS Game. Gamification, c'est-à-dire que c'est un jeu. Oui, parce que quand même dans le métaverse, les jeux vidéo sont les premiers, le divertissement voilà, est la première thématique, et nous, l'ADN du jeu est très important dans le monde de la formation. Mmh. Donc gamification de formation et les casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on a 300 clients, privé, public. Dans les privés, on a les 3 grands groupes, par exemple, avec 30 scénarios de formation, ça de sécurité incendie aux chambres des erreurs. Et on a 800 casques de réalité virtuelle déployés. Voilà, on existe depuis 5 ans, 30 salariés, basés à Rennes. Le métaverse, on en est encore au balbutiement. Mais je veux dire, même Facebook, qui a quand même renommé sa maison mère Meta, et qui a mis des millions de dollars et plus de 10 000 personnes sur le sujet, sait qu'ils vont pas être seuls sur le sujet. Ils ne peuvent pas faire un métaverse à eux seuls. Ils proposent des outils, mais voilà. Nous, c'est un peu la même chose. Il va falloir qu'on discute avec des acteurs pour mettre en place progressivement ce métaverse. Mais avec déjà nos clients et les casques de réalité virtuelle en place, on se rapproche pas mal de ce que ça pourrait être le métaverse. Mais on a du coup une roadmap qui est assez claire, qui est celle déjà d'être sûr que tout fonctionne sur plusieurs appareils, ce qui n'est pas évident. Même sur Internet, parfois, ça ne marche pas bien sur smartphone ou ça ne marche pas bien sur ordinateur. Il y a la notion d'identité d'avatar que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, il faut dépasser, dans le monde professionnel, c'est assez logique d'être incarné par son identité réelle, mais on voudrait aussi rajouter la notion d'avatar, puisque pour ceux qui ont joué aux Sims, tout le monde apprécie de se recréer physiquement dans ce type d'outil. Et ça permet aussi de s'incarner. Quand on joue sur ordinateur, on voit son personnage qui nous représente se déplacer. Pour l'anecdote aussi, ça permet aussi de récompenser le joueur en lui offrant par exemple des vêtements ou des chapeaux, parce que je ne sais pas si vous êtes utilisateur de jeux vidéo gratuits sur smartphone, mais ils ont beau être gratuits, ils gagnent des milliards de dollars simplement en vendant des vêtements pour les avatars. Donc
Voilà, est-ce que vous avez des images à nous montrer ou pas? Malheureusement non, mais je vous invite, parce que je n'avais pas prévu, mais à aller sur le site Simango si ça vous intéresse. Vous êtes dans un stand là, Tout à fait, on est en exposant, il ne faut vraiment pas hésiter à venir tester les casques. Ça prend 2 minutes et il faut se rendre compte de ce que c'est les casques de réalité virtuelle. Alors, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, j'aimerais que vous nous décriviez cette chambre des erreurs et à quoi elle sert. Alors, on a notre scénario principal, donc qui est la chambre des erreurs. Je pense que vous connaissez le concept de chambre des erreurs physique. En général, c'est une salle qui est dédiée dans un établissement de santé. C'est souvent fait fin novembre pendant la semaine de sécurité patient. Et les soignants sont invités à venir, en général de manière volontaire, à trouver des erreurs placées artificiellement par les services qualité ou d'hygiène de l'établissement, ou aussi la pharmacie. Et les soignants sont invités à trouver ces erreurs, comme par exemple un bracelet qui n'est pas au bon nom du patient, ou un flacon de solution hydroalcoolique qui est périmé. Et donc les soignants notent sur un petit bout de papier ce qu'ils ont trouvé et comparent avec l'encadrant à l'extérieur s'ils ont bon. Et on avait en 2017 fait un prototype à un congrès d'hygiène de chambre des erreurs en réalité virtuelle. Et sur les 200 personnes qui ont testé, la moitié ont demandé combien ça coûte et comment je peux avoir ça dans mon établissement. Donc c'est pour ça que la société a été créée juste après. Donc en fait, le soignant se construit un avatar. Avec les lunettes virtuelles, rentre dans cette chambre des erreurs et fait exactement le même... il constate les erreurs ou pas. Quel est l'intérêt par rapport à ce qui se passait avant pour le soignant? Alors, que ce soit l'informatique en général, mais la réalité virtuelle apporte encore un petit peu plus. Déjà, l'aspect, on est immergé, on est dedans. Donc, on oublie l'extérieur et ça se voit tout de suite pour les personnes qui testent. En fait, elles se rendent pas compte au congrès, parfois ils lèvent le casque, ils disent mais tout le monde est parti, je me suis pas rendu compte. Donc il y a vraiment une sensation d'immersion qui est là. L'aspect ludique, on a le droit à l'erreur, on peut se tromper, et dès qu'on fait une erreur, on a tout de suite le retour, est-ce que c'était bon ou est-ce que c'était pas bon. Le fait que ce soit court, je pense que vous êtes déjà endormi suite à ma présentation, parce qu'elle est trop longue, mais voilà, en formation, on essaie de faire vraiment des choses courtes et rythmées. Et puis il y a l'attractivité, il y a vouloir essayer ce type d'outil, mais on sait que c'est efficace dans la formation. Donc il y a une notion quand même d'efficacité, toute la littérature scientifique apparaît pour démontrer que c'est efficace, mais c'est au moins aussi efficace que la formation classique, voire plus efficace sur certains éléments d'une échelle qui s'appelle Kirkpatrick, qui est spécifique à la formation. Et les soignants font ça quand ils veulent, en fait, ils peuvent s'approprier l'outil et... Oui, l'objectif c'est d'avoir aujourd'hui une infirmière, va par exemple dans la salle de pause, elle sait qu'elle doit suivre sa formation dans les 2 mois à venir, elle met le casque de réalité virtuelle, idéalement de manière autonome, il faut que ce soit le plus simple possible. Si c'est compliqué, c'est un frein et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc il y a toujours une démarche d'amélioration de l'expérience utilisateur. Elle met le casque, elle fait la formation qui lui a été assignée, et puis au bout de 30 minutes, elle peut discuter avec ses collègues pour dire « Ah, moi j'ai fait 86%, est-ce que tu as trouvé cette erreur-là » Et voilà, l'idée c'est vraiment d'utiliser ça tout au long de l'année. C'est pas juste une action ponctuelle. Il faut vraiment que ça devienne un outil de formation commun. Moi-même, j'aurais aimé avoir ça dans ma formation de médecin. Ouais. Mais je pense que dans 10 ans, ce sera vraiment habituel de se former de ce format-là. Alors tout le monde ira voir sur votre stand. Et pour ceux qui seraient intéressés, le prix de ce type d'outil? Il faut compter à peu près 9 000 € par an. Et vous avez un accès pendant l'année en illimité. Donc on cherche vraiment à faire un usage tout au long de l'année. Merci beaucoup, Vincent Dosval. Merci à vous. Merci. Lamine, est-ce que ce type d'objet, de technologie va t'intéresser? Non, c'est effectivement séduisant. Et avez-vous pensé à faire une chambre des erreurs sans erreur? Non, restez avec nous, Vincent. Pardon, j'avais oublié les questions. Alors, on a fait ça un petit peu sur un scénario sur la sécurité transfusionnelle, donc faire des transfusions. Et on a fait un scénario qui se passe bien. Eh bien, les soignants sont quand même en demande de quelque chose qui se passe mal voilà, pour impacter. Mais des fois, ça se passe bien, la majorité des cas, heureusement. Non, c'est effectivement... On a un peu l'habitude de le faire, mais sur du réel, en exercice, mais de le faire en virtuel, c'est bien. Et puis ça permet de diffuser à beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde. En réel, je rajoute que, en général, c'est pendant la semaine de sécurité patient, un événement ponctuel. La sensibilisation à la qualité, surtout avec les financements qui sont de plus en plus axés sur la qualité, il faut que ça devienne tout au long de l'année. Donc ce type d'outil peut y aider. Merci beaucoup, Vincent Dosval. Cette fois, vous pouvez retourner à votre place. C'est sûr qu'à l'avenir, on ne se passera pas de ce genre d'outils.